Bienvenue sur Ghostly Gazette, où l'ordinaire rencontre l'étrange. Aujourd'hui, nous plongeons dans 5 rencontres terrifiantes qui vous laisseront questionner la réalité et regarder par-dessus votre épaule. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets qui se cachent dans l'ombre? Restez à l'écoute et méfiez-vous de l'invisible. Ma grand-mère m'a raconté cette histoire plusieurs fois, et chaque fois, un frisson me parcourait l'échine. Sa vieille maison était située dans un quartier soudé, où les gens se sentaient suffisamment en sécurité pour laisser leurs portes d'entrée déverrouillées. C'était une époque où tout le monde se connaissait, et il y avait un fort sentiment de communauté. La maison elle-même était de style demi-niveau, ce qui signifiait qu'il y avait 3 marches entre chaque niveau. C'était une ancienne conception, une maison qui craquait de caractère et d'histoire. Ce jour-là, ma grand-mère était au 2e niveau, faisant une sieste bien méritée l'après-midi. Ce niveau de la maison était à l'opposé de la porte arrière, un endroit confortable et calme pour se reposer. Son fidèle compagnon, un berger allemand bien dressé nommé Max, était couché à ses côtés, toujours vigilant et protecteur. Elle dormait depuis environ 1 heure lorsqu'elle fut réveillée en sursaut par Max. Le chien était habituellement calme et posé, mais là, il gémissait et aboyait sans relâche, faisant des allers-retours à côté de son lit. L'urgence de son comportement mit immédiatement ma grand-mère en alerte. Max n'était pas du genre à réagir ainsi sans raison. Somnolente mais alarmée, ma grand-mère se leva du lit et sentit immédiatement un courant d'air froid traverser la maison. C'était inhabituel, car la maison était généralement assez chaude, surtout l'après-midi. Elle enfila une robe de chambre et suivit Max, qui maintenant courait entre elle et le couloir menant à l'arrière de la maison. En se dirigeant vers l'arrière, le courant d'air devenait plus fort. Lorsqu'elle atteignit le couloir, elle remarqua quelque chose qui lui fit sauter le cœur. Les escaliers menant au grenier avaient été descendus du plafond. C'était particulièrement étrange, car le grenier était rarement utilisé, et elle ne l'avait certainement pas utilisé récemment. Son esprit s'emballait avec des possibilités, aucune d'entre elles réconfortante. Avec Max à ses côtés, elle s'approcha prudemment des escaliers. Ses yeux fouillèrent le sombre grenier vide, mais il n'y avait aucun signe de mouvement. L'odeur de renfermé du grenier se mêlait au parfum frais de la pluie, qu'elle réalisa maintenant provenir de la porte arrière ouverte. Son malaise s'intensifia. Elle alla fermer la porte arrière, et c'est là qu'elle remarqua quelque chose d'encore plus troublant. Malgré la pluie qui tombait de façon continue, il n'y avait aucune empreinte menant des escaliers du grenier à la porte. Le sol humide à l'extérieur de la porte était intact. Pas de traces boueuses, pas de signe que quelqu'un avait marché dessus. C'était comme si celui qui avait été dans le grenier avait simplement disparu dans les airs, sans laisser de traces. L'esprit logique de ma grand-mère tentait de donner un sens à tout cela. Elle se disait que quelqu'un devait s'être caché dans le grenier, attendant une opportunité pour sortir en douce. Peut-être avait-il entendu qu'elle bougeait, pris de panique, et était parti par la porte arrière. Mais l'absence d'empreinte rendait cette explication difficile à accepter. C'était comme si l'intrus avait flotté hors de la maison, sans laisser de traces derrière lui. La pensée qu'un étranger ait pu être dans la maison sans qu'elle ne le sache ou le voie était la partie la plus perturbante de toute l'expérience. Elle ne pouvait pas se débarrasser de l'impression qu'elle avait été observée, que son sanctuaire avait été violé. Pendant des semaines après, elle se retrouvait constamment à regarder par-dessus son épaule, à vérifier les escaliers du grenier et à vérifier 2 fois les verrous des portes et des fenêtres. Dans les jours qui suivirent, elle mentionna l'incident à quelques voisins, espérant que quelqu'un ait pu voir quelque chose d'inhabituel. Mais personne n'avait rien vu. Le quartier continuait son rythme quotidien, apparemment inchangé par l'étrange événement survenu chez ma grand-mère. Les gens laissaient encore leurs portes déverrouillées, faisaient encore confiance à la sécurité de leur communauté soudée. Mais pour ma grand-mère, les choses avaient changé. La maison, autrefois havre de confort et de familiarité, semblait maintenant différente. Il y avait une tension sous-jacente, un sentiment de vulnérabilité qui n'avait pas existé auparavant. Même Max semblait plus nerveux, souvent à regarder la porte du grenier et à grogner doucement. Elle décida de faire changer les verrous et commença à verrouiller les portes, même pendant la journée. Elle fit également venir un homme à tout faire pour inspecter le grenier.
espérant trouver un indice, une explication à ce qui s'était passé. Mais le grenier ne révéla rien d'inhabituel, juste de vieilles boîtes, des affaires oubliées et une épaisse couche de poussière. La vie reprit lentement son cours normal, mais le souvenir de ce jour-là resta. Ma grand-mère y repensait souvent, se demandant qui avait été dans sa maison et pourquoi. Le mystère restait non résolu, une présence fantomatique qui hantait ses pensées. Des années plus tard, lorsqu'elle me racontait l'histoire, la peur était encore visible dans ses yeux. Ce n'était pas seulement l'idée d'un étranger dans la maison qui la terrifiait, c'était le fait de ne pas savoir, les questions sans réponse qui la gardaient éveillée la nuit. Elle avait affronté de nombreux défis dans sa vie, mais celui-ci avait laissé une marque sur son âme, un rappel des dangers invisibles qui peuvent te cacher dans les endroits les plus familiers. C'est une histoire qui est restée avec moi, une partie de l'histoire familiale que je partage encore aujourd'hui avec d'autres. L'image de la porte arrière ouverte, des escaliers du grenier descendus et de l'absence d'empreintes dans la pluie est gravée dans mon esprit. Je n'oublierai jamais le jour qui m'a glacé le sang et m'a laissé perplexe quant à ce que mon fils de 3 ans, Miles, pouvait être capable de voir. C'était un après-midi ensoleillé typique à Dayton, Ohio. Miles et moi étions en voiture, rentrant chez nous après avoir fait quelques courses. Il était sur la banquette arrière, chantant joyeusement une comptine, sa douce petite voix remplissant la voiture. Tout semblait parfaitement normal, jusqu'à ce que nous passions devant un cimetière modeste. Ce cimetière n'était pas de ceux qui sont effrayants et grandioses avec des pierres tombales imposantes et des statues. Il était simple, avec seulement des fleurs et de petites plaques. Si vous ne saviez pas, vous pourriez le prendre pour un magnifique jardin bien entretenu. On dirait presque un immense jardin, avais-je pensé. Alors que nous roulions, Miles s'est soudainement arrêté de chanter. Le silence soudain a attiré mon attention, alors j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur pour vérifier comment il allait. Il regardait fixement par la fenêtre, son petit doigt pointé vers le cimetière. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait bondir le cœur. « Regarde tous ces gens !» s'est-il exclamé. Confus, je me suis tourné pour regarder le cimetière. De mon point de vue, il était aussi vide que d'habitude. Il n'y avait pas une seule personne en vue. J'ai froncé les sourcils et lui ai demandé de quoi il parlait. « Tous ces gens là-bas », a-t-il répété. « Il y a vraiment beaucoup de grands-mères. » Ce n'était pas la première fois que Miles disait quelque chose d'étrange, mais cette fois, c'était différent. Je lui ai demandé ce que faisaient les gens. Sa réponse m'a glacé le sang. « Ils sont tous debout, regardant l'herbe », a-t-il dit d'un ton détaché, comme si c'était la chose la plus normale au monde. À ce moment-là, une peur glaciale m'a envahi. J'ai serré le volant et je n'ai pas pu m'éloigner de ce cimetière assez vite. J'ai appuyé sur l'accélérateur et nous sommes rentrés à la maison rapidement, mon esprit rempli de questions et de pensées troublantes. Plus tard dans la journée, après notre retour à la maison, Miles était dans le salon en train de regarder son émission de télévision préférée. J'essayais encore de me débarrasser du sentiment étrange de notre conversation plus tôt, quand il s'est tourné vers moi et a dit quelque chose qui m'a figé sur place. Tu sais, il n'était pas vivant. Pensant qu'il faisait référence au personnage de dessin animé à l'écran, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Les gens que nous avons vus, ils étaient tous figés, a-t-il répondu. Ses yeux innocents, grands ouverts et sérieux. Une vague de peur froide m'a submergé. Je ne savais pas quoi penser de ce que Miles disait. Mon fils pouvait-il avoir une sorte de sixième sens? Ou bien son jeune esprit imaginatif créait-il quelque chose de rien? Les jours suivants, je me suis retrouvé à rejouer l'incident encore et encore dans ma tête. Chaque fois que je passais devant ce cimetière, je le regardais nerveusement, m'attendant à moitié à voir ce que Miles avait vu. Mais il avait toujours l'air le même, vide, paisible et complètement normal. Malgré mes efforts pour rationaliser ce qui s'était passé, le souvenir est resté avec moi. Miles n'a plus mentionné le cimetière ou les gens, et je n'ai pas insisté, ne voulant pas l'effrayer ou alimenter son imagination. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Un soir, en bordant Miles avant de le coucher, j'ai décidé d'aborder doucement le sujet une dernière fois. « Hé mon chéri,
ai-je dit doucement. Te souviens-tu des gens que tu as vus au cimetière? Miles hocha la tête, ses yeux endormis mais attentifs. Peux-tu m'en dire plus sur eux? Ai-je demandé, essayant de garder ma voix calme et curieuse. Il réfléchit un moment avant de répondre. Ils ressemblaient à des grands-mères et des grands-pères. Ils étaient juste là, debout, sans bouger, comme s'ils attendaient à quelque chose. Mon cœur battait à tout rompre. Faisaient-ils autre chose? T'ont-ils regardé? Il secoua la tête. Non, ils ne m'ont pas vu. Ils regardaient tous le sol. Est-ce qu'ils semblaient heureux ou tristes? Ai-je encore interrogé. Miles haussa les épaules. Je ne sais pas. Ils avaient juste l'air d'être figés. Je l'ai embrassé pour lui dire bonne nuit et je suis sorti de sa chambre, mon esprit tourbillonnant de ses paroles. J'ai décidé de faire quelques recherches en me penchant sur les légendes locales et les histoires de fantômes, espérant trouver quelque chose qui pourrait expliquer ce que Miles avait vu. Dayton, comme beaucoup de vieilles villes, avait son lot d'histoires de fantômes et d'endroits hantés, mais rien qui ne semblait correspondre à notre expérience. J'ai contacté un historien local, un vieil ami de la famille, et je lui ai demandé s'il y avait des événements significatifs ou des histoires inhabituelles liées à ce cimetière en particulier. Il m'a dit que c'était l'un des plus anciens lieux de sépulture de la région, datant du début des années 1800. Beaucoup des tombes appartenaient aux premiers colons et à leurs descendants. Il a mentionné que certaines personnes croyaient que les esprits des défunts restaient parfois, surtout dans les endroits chargés d'histoire. Mais cela ne me satisfaisait pas entièrement. Il n'y avait pas de rapport de visions étranges ou d'activités paranormales dans ce cimetière. Il semblait que ce que Miles avait vu n'était pas lié à une légende locale connue. J'ai décidé de me confier à mon ami Derek. Je lui ai raconté toute l'histoire, espérant qu'il aurait des éclaircissements ou connaîtrait des expériences similaires. Derek m'a écouté attentivement, et sa réponse était à la fois réconfortante et troublante. « Jeff, tu n'es pas la première personne à rapporter ce genre de choses, a-t-il dit. On dit souvent que les enfants sont plus sensibles au paranormal. Ils n'ont pas encore développé le scepticisme que les adultes ont, donc ils peuvent voir des choses que nous ne voyons pas. » Il a suggéré que Miles avait peut-être eu un aperçu bref dans un autre royaume, voyant les esprits de ceux qui étaient enterrés là. C'était une pensée effrayante, mais elle avait un certain sens étrange. Cela expliquait pourquoi Miles avait vu des gens que je ne pouvais pas voir, et pourquoi ils semblaient debout, regardant le sol, presque comme s'ils pleuraient leur propre tombe. Après ma conversation avec Derek, j'ai essayé d'accepter l'idée que Miles pourrait avoir un don, une capacité à voir au-delà de l'ordinaire. Je ne voulais pas l'effrayer ou décourager sa curiosité naturelle, mais je voulais aussi le protéger de tout ce qui pourrait être nuisible ou effrayant. J'ai décidé de garder un œil attentif sur lui, en prêtant attention à tout autre commentaire ou comportement inhabituel. Avec le temps, la vie a repris son rythme normal, et l'incident au cimetière est devenu un souvenir étrange mais fascinant. Cependant, de temps en temps, je me retrouvais à repenser à ce jour-là, me demandant ce que Miles avait vu. Je le regardais jouer joyeusement ou regarder la télévision, et je ressentais un mélange d'émerveillement et de préoccupation. S'il avait vraiment un don, quelles autres choses pourrait-il voir en grandissant? Une chose était certaine, ce trajet en voiture devant le cimetière avait changé ma perspective sur le monde. Cela m'a fait réaliser qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas expliquer, des choses qui existent juste au-delà du voile de notre compréhension. Et parfois, il faut les yeux innocents d'un enfant pour nous rappeler les mystères qui nous entourent encore. Quant à Miles, il semblait être passé à autre chose, son jeune esprit rempli de nouvelles aventures et découvertes. Mais je gardais le souvenir proche, et ainsi, je continuais à veiller sur lui, le guidant à travers l'ordinaire et l'extraordinaire, toujours conscient du monde invisible, qui pourrait être juste à un regard de distance. Il y a des années, quand j'avais à peine 8 ans, ma famille vivait dans cette grande maison étrange à la périphérie d'une petite ville. C'était le genre d'endroit avec des planchers qui craquaient, des fenêtres pleines de courants d'air et une ambiance isolée et inquiétante. Le genre de maison où les ombres semblaient bouger toutes seules
et où l'on jurait entendre des murmures dans les murs la nuit. Le district scolaire était en pleine restructuration, donc bien que mon frère et moi n'étions qu'à quelques classes d'écart, nous allions dans des écoles différentes et prenions des bus différents. Cela me laissait la dernière personne à partir le matin et la première à rentrer l'après-midi. C'était ma responsabilité de m'assurer que toutes les lumières étaient éteintes et que la porte était verrouillée avant de partir. Une responsabilité qui me rendait à la fois fier et un peu effrayé. Un matin, alors que je faisais ma tournée habituelle avant de partir, j'ai remarqué que la porte du sous-sol était ouverte et que la lumière était allumée. Le sous-sol était toujours un endroit effrayant, rempli de vieux meubles, de boîtes poussiéreuses et d'une légère odeur de moisissure. Je n'y ai pas beaucoup pensé à ce moment-là. J'ai juste éteint la lumière et fermé la porte, pensant que peut-être ma mère ou son petit ami avaient oublié de le faire la veille. Quand je suis rentré cet après-midi-là, j'ai été surprise de voir la porte du sous-sol de nouveau ouverte, avec la lumière brillant vivement dans l'escalier. Un frisson m'a parcouru l'échine, mais je l'ai ignoré, supposant que j'avais oublié de m'en occuper le matin. Je me suis approché pour éteindre la lumière et fermer la porte. Mais quand je suis arrivé en haut des escaliers du sous-sol, je me suis figé sur place. En bas des escaliers, il y avait une grande silhouette sombre. Elle ressemblait à un homme, immobile dans l'obscurité. La panique m'a envahi. J'ai claqué la porte et poussé une série de boîtes contre elle, espérant barricader quoi que ce soit ou qui que ce soit qui se trouvait là-bas. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser de ma poitrine. J'ai couru jusqu'à ma chambre et me suis caché dans mon placard, tremblante de peur. Pendant des mois, je n'ai raconté à personne dans ma famille ce que j'avais vu. J'étais convaincu que c'était un fantôme et je ne pensais pas que quelqu'un me croirait. Les histoires de fantômes étaient courantes dans notre ville et l'idée d'un sous-sol hanté semblait presque typique pour notre vieille maison craquante. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que mon imagination, mais le souvenir de cette silhouette sombre restait avec moi, hantant mes pensées. Environ 1 an après cet incident, ma mère et son petit ami ont commencé à remarquer que de petites sommes d'argent disparaissaient. Ce n'était jamais plus de 60 $ à la fois, mais au fil des mois, cela s'est accumulé pour atteindre environ 900 $. Ils étaient perplexes, essayant de comprendre comment cela se produisait. Notre maison n'était pas dans une zone à forte criminalité, et ils ne pouvaient pas imaginer que quelqu'un puisse entrer sans que nous nous en apercevions. Un soir, dans un accès de frustration, nous avons décidé de faire le tour de la maison avec des lampes de poche, à la recherche de tout indice. Le petit ami de ma mère avait l'idée que peut-être quelqu'un entrait par une fenêtre ou une porte oubliée. Nous avons fouillé chaque pièce, inspecté chaque recoin, et finalement nous nous sommes dirigés vers le sous-sol. À la lumière tamisée de nos lampes de poche, nous avons remarqué quelque chose d'étrange. Un petit trou dans le mur extérieur de la maison, menant à un passage étroit. Le petit ami de ma mère, étant le plus courageux d'entre nous, s'est faufilé par l'ouverture et s'est glissé à l'intérieur. Quelques instants plus tard, il nous a appelés, sa voix résonnant dans l'obscurité. Il s'est avéré qu'un type louche s'introduisait par ce petit trou, se glissait dans ce passage étroit et remontait dans la maison par le sous-sol. La réalisation nous a frappés comme une tonne de briques. Cette personne s'était introduite chez nous pendant une période indéterminée, volant de l'argent et peut-être d'autres choses. Mon estomac s'est retourné en me rappelant la silhouette sombre que j'avais vue en bas des escaliers du sous-sol. Ce n'était pas un fantôme, c'était une personne réelle et vivante. Le moment le plus terrifiant de tous a été de réaliser que j'avais été seul dans la maison avec cet étranger à au moins une occasion. L'idée qu'il se cachait dans les ombres pendant que je vaquais à mes occupations, complètement inconscientes, était horrifiante. Je frissonnais en me souvenant de sa silhouette sombre et de la peur glaciale qui m'avait saisi ce jour-là. Nous avons immédiatement scellé le trou et pris des précautions supplémentaires pour sécuriser la maison. Ma mère et son petit ami ont signalé les incidents à la police, mais nous n'avons jamais découvert qui était l'intrus ou quelles étaient ses intentions. À ce jour, je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment de malaise chaque fois que je pense à cette maison. Les grincements et les murmures, qui semblaient autrefois être les particularités inoffensives d'une vieille maison, ressemblent maintenant à des échos d'une époque où quelque chose de vraiment sinistre se cachait juste hors de vue.
Je me demande souvent ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas claqué cette porte, si je ne m'étais pas barricadé dans mon placard. C'est une question qui me hante, tout comme le souvenir de cette silhouette sombre en bas des escaliers du sous-sol. C'était une soirée automnale fraîche, du genre où le ciel passe du bleu profond au noir étoilé. J'étais assise sur le siège passager de la voiture de ma mère, mon esprit vagabondant alors que nous empruntions les routes de campagne sinueuses qui nous ramenaient chez nous. L'air était rempli des bruits des feuilles qui bruissaient et du chant occasionnel des grillons, créant une toile de fond sereine pour notre voyage de retour. Ma mère conduisait, ses yeux fixés sur la route devant nous. La lueur du tableau de bord illuminait son visage, soulignant l'air de calme concentration qu'elle portait toujours en conduisant. Nous revenions d'une visite chez mes grands-parents et le trajet avait été sans incident jusqu'à présent. Le ronronnement du moteur était presque hypnotique et je me laissais bercer dans un état de relaxation, bercé par le mouvement rythmique de la voiture. Soudain, de nulle part, un homme a surgi sur la route. Ma mère a freiné brutalement et la voiture s'est arrêtée net. L'arrêt soudain nous projetant toutes les deux en avant sur nos sièges. L'homme se tenait directement devant nous, illuminé par les phares de la voiture. Il était en désordre, ses vêtements déchirés et sales, et son visage portait une expression sauvage et désespérée. « Mais qu'est-ce que c'est » murmura ma mère, son emprise sur le volant se resserrant. Elle hésita un instant, essayant d'évaluer la situation. Il faisait nuit, et l'obscurité autour de nous semblait pesante, rendant tout ce qui se trouvait au-delà de la portée des phares sinistrement ombragé. Alors que nous étions là, abasourdis, 3 autres hommes émergèrent de la forêt qui bordait la route. Ils apparurent de l'obscurité comme des spectres, leurs intentions immédiatement claires alors qu'ils se dirigèrent vers la voiture. La panique monta en moi lorsque je réalisai qu'ils essayaient d'ouvrir les portières de la voiture. Les poignets cliquetaient alors qu'ils tirèrent dessus, chaque homme tentant de pénétrer dans le véhicule. « Verrouille les portes !» criai-je, ma voix brisant le silence tendu qui nous enveloppait. Ma mère chercha le bouton de verrouillage, ses mains tremblantes. D'un clic, toutes les portes furent verrouillées en sécurité. Un sentiment de soulagement m'envahit, mais il fut de courte durée. Les hommes à l'extérieur devinrent plus agités, leur tentative d'ouvrir les portes se faisant plus frénétique. L'un des hommes frappa sur ma vitre, son visage pressé contre le verre, les yeux écarquillés avec une intensité maniaque. « Ouvre la porte !» cria-t-il, sa voix étouffée mais insistante. Je reculai, mon cœur battant dans ma poitrine. Le sentiment de danger était palpable, et je pouvais voir le visage de ma mère se tordre de peur et de détermination. « Tiens bon », dit-elle. Elle passa la voiture en vitesse et appuya sur l'accélérateur. La voiture fit un bond en avant, et les hommes trébuchèrent en arrière, momentanément déséquilibrés. Ma mère n'hésita pas. Elle accéléra, la voiture filant sur la route vers la ville la plus proche. Alors que nous nous éloignions, je jetai un coup d'œil en arrière et vis les silhouettes des hommes s'éloigner dans l'obscurité. Mon esprit fourmillait de 1000 pensées, la principale étant la terrifiante réalisation de la proximité du danger. L'adrénaline parcourait mes veines, rendant mes mains tremblantes et ma respiration haletante. Nous ne ralentîmes que lorsque nous atteignîmes les abords de la ville la plus proche. Les lumières vives des rues et la présence d'autres voitures et personnes apportaient un sentiment de sécurité. Ma mère se gara dans une station-service et nous restâmes là un moment, le moteur tournant au ralenti, essayant de nous reprendre. « Ça va ?» demanda-t-elle en se tournant vers moi. Son visage était pâle et je pouvais voir la peur persister dans ses yeux. « Oui !» répondis-je, ma voix tremblante. « Et toi ?» Elle hocha la tête, prenant une profonde inspiration. « Je vais bien, juste secoué. » C'était trop juste. Nous restâmes en silence pendant quelques minutes, la réalité de ce qui venait de se passer s'infiltrant lentement. La chaleur de la voiture et le ronronnement familier du moteur semblaient apaiser peu à peu nos nerfs ébranlés. Enfin, ma mère parla de nouveau. « Souviens-toi toujours de verrouiller la voiture après l'avoir démarrée, » dit-elle, son ton sérieux. « Si les portes n'avaient pas été verrouillées, qui sait ce qui aurait pu se passer ?»
Nous décidâmes d'entrer dans la station-service pour signaler l'incident aux autorités et nous calmer un peu plus. L'employé, un vieil homme gentil, écouta notre histoire avec une expression préoccupée et nous assura qu'il contacterait la police. En attendant, nous achetâmes de l'eau et nous nous assîmes à une petite table à l'intérieur de la station-service. Les lumières fluorescentes et la banalité de l'endroit offraient un contraste frappant avec la terreur que nous venions de vivre. Nous appelâmes mon père et lui racontâmes ce qui s'était passé. Sa voix, remplie d'inquiétude, était aussi réconfortante. Il nous assura que nous avions bien fait de nous enfuir aussi vite que possible. Cette nuit-là, alors que nous rentrions enfin chez nous, l'incident se rejouait dans mon esprit. La pensée de ces hommes, de leurs visages et de leurs intentions me hantait. Mais au milieu de la peur, il y avait un sentiment de gratitude d'avoir réussi à nous échapper indemnes, et que ma mère ait eu la présence d'esprit d'agir rapidement. Depuis ce jour-là, verrouiller les portes de la voiture est devenu une habitude automatique, une petite mais essentielle précaution. Cela s'est passé il y a seulement quelques années, lors d'un après-midi tardif qui semblait être ordinaire. Mon mari était au travail, nos fils à l'école, et j'avais la maison pour moi toute seule. C'était l'occasion parfaite pour profiter d'une rare détente sans interruption. J'ai décidé de prendre un long bain luxueux. Pour vous situer, notre maison possède une suite parentale au rez-de-chaussée, offrant un sentiment d'isolement que j'appréciais habituellement. J'ai verrouillé à la fois la porte de la chambre et celle de la salle de bain, une habitude que j'avais prise pour me sentir plus en sécurité. Puis j'ai commencé à remplir la baignoire. L'eau chaude et parfumée était exactement ce dont j'avais besoin pour me détendre. J'étais sur le point de m'y plonger lorsque nos deux chiens, habituellement calmes et détendus, se sont soudainement levés et ont couru vers la porte de la salle de bain. J'ai écouté, perplexe, alors qu'ils grognaient doucement. Presque simultanément, j'ai entendu le bruit distinct de la porte de notre garage s'ouvrant et des pas s'approchant de la chambre. Ma première pensée a été que mon mari était rentré plus tôt, une agréable surprise que j'étais heureuse d'accueillir. Je m'attendais à l'entendre essayer la porte de la chambre et réaliser qu'elle était verrouillée. Mais à ma confusion, j'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir sans hésitation. C'était étrange, mais j'ai quand même supposé que c'était mon mari, malgré la porte verrouillée. Cependant, le comportement des chiens était alarmant. Leur grognement lent et profond et leurs poils hérissés étaient totalement hors de caractère. Nos chiens aboyaient rarement et presque jamais ne grognaient. Ils fixaient intensément l'espace sous la porte de la salle de bain, tête baissée, grognant et reculant lentement. Je me suis penché pour regarder et j'ai vu un mouvement, indubitablement des pieds, de l'autre côté de la porte. La panique s'est installée lorsque j'ai réalisé que mon téléphone était dans la chambre, complètement hors de portée. J'étais piégé dans la salle de bain sans moyen d'appeler à l'aide. La seule arme que j'avais était un spray de Lysol qui semblait pathétiquement inadéquat contre un intrus potentiel. Mon esprit a été envahi par des scénarios terrifiants, alors que j'imaginais la porte être enfoncée à tout moment. Je serrais fermement le spray de Lysol, mon cœur battant dans ma poitrine. Pendant plus d'une heure, je suis resté là, paralysé par la peur. Chaque minute semblait une éternité. Les chiens continuaient leur grognement bas, ne détournant jamais leur regard de l'interstice sous la porte. Les pas s'étaient arrêtés, mais je ne pouvais me résoudre à croire que l'intrus était parti. Mon esprit me jouait des tours, amplifiant chaque grincement et chaque craquement de la maison en quelque chose de sinistre. Finalement, les chiens ont commencé à se calmer. Leurs grognements ont diminué et ils se sont éloignés de la porte, mais ils sont restés en alerte. Le silence qui a suivi a été à la fois un soulagement et une nouvelle source d'anxiété. Je tendais l'oreille pour entendre le moindre signe de mouvement, mais il n'y avait rien. J'ai attendu, le spray de Lysol toujours en main, jusqu'à ce que j'entende le bruit familier de la voiture de mon mari entrant dans l'allée. Quand mon mari a finalement franchi la porte, j'étais une boule de nerfs. Il a été choqué d'entendre mon récit et a immédiatement pris les choses en main. Il a vérifié toute la maison en détail
pièce par pièce, mais n'a trouvé aucun signe d'intrus. Chaque porte était verrouillée, exactement comme nous les avions laissées. Il n'y avait aucune indication d'effraction, aucun objet déplacé, rien d'anormal. Malgré cette recherche approfondie, l'expérience m'a profondément troublé. Pendant des jours, j'ai rejoué les événements dans ma tête, essayant de comprendre ce qui s'était passé. La réaction des chiens était l'aspect le plus déconcertant. Leur comportement avait été si peu caractéristique et clairement réactif à quelque chose, ou quelqu'un, dans la maison. Nous avons envisagé toutes les explications possibles. Peut-être était-ce un fantôme, une énergie résiduelle provoquant des perturbations, bien que nous n'ayons jamais rien vécu de tel auparavant. Peut-être était-ce un intrus qui avait réussi à entrer et sortir sans laisser de traces. Ou peut-être était-ce une hallucination partagée entre moi et les chiens, bien que cela semblait le moins probable. À ce jour, je n'ai pas d'explication pour ce qui s'est passé. L'incident est devenu un chapitre mystérieux dans l'histoire de notre famille, un événement auquel je pense encore de temps en temps, surtout lorsque je suis seul à la maison. Le sentiment de sécurité que je ressentais autrefois chez moi a été irrémédiablement ébranlé. Maintenant, je porte toujours mon téléphone avec moi et je vérifie 2 fois tous les verrous, m'assurant que chaque porte est sécurisée. Que ce soit un tour de l'esprit, une rencontre fantomatique ou quelque chose d'autre entièrement, je n'oublierai jamais la terreur pure d'être piégée et impuissante, attendant une menace qui ne s'est jamais entièrement révélée. Merci de nous rejoindre dans ce voyage vers l'inconnu. Si ces histoires à vous glacer le sang vous ont tenu en haleine, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. Partagez vos propres rencontres étranges dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux et méfiez-vous des ombres.